Sud Radio, c'est surtout notre invité ce matin et son premier roman, ça s'appelle Radical aux éditions Albin Michel. Tom Conan, on dit bien Conan, hein? Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Est avec nous ce matin. Merci d'être avec nous, hein. Vous êtes chanteur, acteur et désormais auteur pour ce premier. Alors vous aviez édité des bouquins sur. Voilà. J'avais auto-édité moi-même des livres avant. Et là, c'est chez Albin Michel. Voilà. C'est votre premier roman officiel. Tout à fait. C'est issu un peu de ce que vous avez vu autour de vous, justement sur les bancs de l'université, dans les écoles. Ou pas. Oui. Alors je rappelle quand même le pitch, hein, l'histoire, c'est Nicolas, un étudiant en fait de gauche, qui est justement à Sciences Po. Voilà, c'est ça. Il rêve en fait d'une certaine gauche, d'une certaine vie avec autour de ses idées, d'une ascension sociale, etc. Et il rencontre Harry, qui est lui activiste plutôt droite, extrême droite. Voilà, gilets jaunes. Frange radicale des gilets jaunes. Frange radicale, voilà. C'est des gilets jaunes. Et il va se laisser en fait entraîner et convaincre un peu par amour. Oui, alors c'est une contamination qui est d'abord une contamination par le corps, parce que l'expérience la plus universelle possible, je pense que c'est celle de l'amour. Moi, je suis un grand lecteur d'Alain Badiou, par exemple, ce philosophe communiste, très intéressant là-dessus. Et donc c'est d'abord effectivement quelque chose de très intuitif dans lequel on peut vraiment se reconnaître assez facilement. Donc il y a cette contamination immédiate. Harry, il est très beau, il est très jeune. Voilà, il y a cette espèce comme ça d'attrait immédiat. Mais ensuite, ce qui est beaucoup plus insidieux et ce qui est beaucoup plus gênant, et moi ce qui m'a intéressé en tout cas à faire d'un point de vue narratif, c'est qu'ensuite il y a une contamination idéologique progressive. Alors au début, le terrain est un peu propice parce que en fait Nicolas, il est disons à Sciences Po, etc. On l'a rappelé, il est plutôt centre-gauche, mais il a quand même déjà un certain dégoût parce qu'il sent que une fragilité peut-être. Voilà, son désir d'ascension sociale, après de passer peut-être les concours administratifs, d'intégrer la classe politique, etc. On voit qu'il a toutes les difficultés du monde à s'y projeter, à savoir quelle spécialité de master il va prendre, etc. Parce que on sait très bien qu'aujourd'hui, beaucoup de secteurs sont bouchés, la jeunesse vit quand même des heures assez difficiles, et je parle même pas du Covid, puisque c'était avant. Non, on en reparlera tout à l'heure. Donc effectivement, il y a cette espèce de terrain très fertile, en effet, cette fragilité, qui va faire que progressivement, disons qu'il va d'abord écouter tout simplement ces discours, disons, conspirationnistes très très durs de Harry, pour après progressivement se laisser embarquer dans quelque chose d'assez terrifiant. Mais juste avant, justement, je parlais de votre roman que vous aviez auto-édité, qui s'appelait Le Camp. Justement, vous évoquiez déjà cette jeunesse qui est justement hyper fragile, qui finalement n'a pas vraiment de but. Oui, c'est-à-dire que moi je sais qu'il y a quelques années, même quand j'étais encore au lycée, j'avais un ami qui me disait de toute façon on est une génération qui n'a plus rien à perdre. Et je pense que c'est vrai. Et d'ailleurs c'est pas un phénomène que générationnel, sans doute que c'est quelque chose qui a pu être vécu avant et qui sera sans doute vécu d'ailleurs par les nouvelles générations, les générations Z notamment, les moins de 20 ans. Mais effectivement oui, je pense qu'on est vraiment au bout d'un modèle économique et social qui est pas spécialement le capitalisme, la mondialisation, mais disons qui est le modèle actuel. C'est difficile d'ailleurs de le décrire exactement, assez fracturé, avec la montée de l'Asie, avec le déclin quand même à la fois de l'Empire américain et de pas mal de puissances occidentales, dont la France. Voilà, donc on se cherche, on sait pas trop à quel sein se vouer. On a du mal aussi à trouver dans les chapelles existantes à droite et à gauche, à fortiori dans les partis, vraiment des sources, on pourrait dire, d'émancipation et d'espoir. Et donc qu'est-ce qu'on fait ? Comme on fait entre 20 et 30 ans, 80% de la journée, on pourrait dire, on est sur les plateformes, on est sur YouTube, sur les podcasts, etc. On écoute des choses, on nous suggère des contenus. On se monte la tête. Voilà, et après, avec les principes des algorithmes, plus vous êtes radical, quelle que soit d'ailleurs la frange, gauche, droite, ce que vous voulez, et après on va vous suggérer des contenus toujours plus radicaux pour un peu vous endoctriner, pour un peu vous faire plaisir d'une certaine façon. C'est la logique très spécifique des algorithmes. Oui, non mais c'est ça. Et les plateformes et l'ensemble des réseaux sociaux finalement accélèrent ce qui pouvait exister en quelques années ou en quelques mois auparavant. Là, vous pouvez basculer dans un camp, dans un autre, etc. Dans une forme de radicalité, comme vous dites. C'est ça. Je pense qu'il y a 20 ou 30 ans, même quand on voit certaines histoires, certains films, la radicalisation, elle pouvait se faire, mais progressivement, en fréquentant des groupes, en fréquentant, je sais pas, des syndicats, des groupuscules quelconques, en lisant des livres, en allant dans des en allant dans des bibliothèques, des choses comme ça, et des choses qui semblent aujourd'hui avoir totalement disparu de la surface, en tout cas pour cette génération-là, en tout cas. Et donc, effectivement, aujourd'hui, c'est beaucoup plus rapide, en effet. On y a accès tout de suite, y compris les discours les plus violents. Et en plus, on parle pas de quelques pensées, quelques tweets comme ça. On parle de live YouTube qui dure 5 heures, 6 heures, 7 heures, parfois tous les jours, avec plusieurs figures de mouvance quelconque. Oui, c'est de la sidération maintenant. Voilà, il y a un contenu on est abreuvé en permanence. On peut vraiment passer sa journée à faire ça, arrêter de travailler, d'étudier et être entièrement investi dans cet univers-là.
Et on reviendra dans quelques instants. Allez, petite pause et vous pouvez réagir. 0826 300 300 sur ce premier roman Radical. Tom Conan est avec nous. Radical, le roman, son premier roman aux éditions Albin Michel, avec une écriture hyper trash, incisive. C'est quoi ? C'est le reflet de notre société ? Oui, alors de nos sociétés, je sais pas, mais d'une certaine frange, c'est certain. De celle dont je parle, c'est sûr. Mais ce que j'ai voulu faire aussi, c'était une sorte de miroir, parce que finalement, je parle de phénomènes assez difficiles, la radicalisation politique, l'endoctrinement idéologique, et donc il s'agissait aussi de montrer des personnages qui eux-mêmes, dans leur immédiat, dans leur quotidien, on pourrait dire, se comportent aussi de cette manière-là. C'est pas pour forcément caricaturer les personnages en question, mais je pense qu'à un moment donné, être radical, c'est pour ça aussi que c'est quand même une question qui est assez liée aussi à la question de la jeunesse. Quand on est plus jeune, on tente des choses, on essaie de faire un peu l'expérience de plusieurs pratiques, y compris physiques, y compris sexuelles, etc. C'est pas quelque chose de nouveau en soi d'ailleurs. Et donc en effet, la sexualité des deux personnages, homosexuels, elle est très trash, très crue, et l'écriture aussi se voulait un petit peu, encore une fois, en lien par rapport à ça. Un petit passage. Jusqu'alors, j'avais réussi à retenir mes cris, mais la pression devenait trop envahissante. Plus je descendais dans les bas-fonds de mon âme, plus la honte s'intensifiait, plus mon amour-propre disparaissait, plus ma passion se renforçait, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Je puisais toute mon énergie. Mais c'est en permanence, en fait, ça, cette énergie, quoi. L'idée, c'est... j'aime beaucoup l'idée, quand même, que le livre doit pas seulement être quelque chose qui vous est présenté comme ça, pour vous raconter quelque chose, pour vous expliquer un problème, même si ça peut être un instrument de connaissance très intéressant aussi. Je pense qu'un roman, de la même manière qu'un film, que n'importe quel type de divertissement, doit vous saisir et ne pas vous lâcher. C'est vraiment tout le travail du romancier. C'est d'ailleurs très, très dur, et je pense que le livre est très imparfait là-dessus. Mais c'est pour ça que c'est vraiment important de décrire, et la sexualité, par exemple, la sexualité homosexuelle, et notamment masculine, on la voit finalement très peu. Alors il y a des littératures extrêmement marginales, il y a des gens comme Guillaume Dustan, qui est un écrivain aujourd'hui décédé, assez controversé, qui lui en parlait beaucoup. Il y avait même développé une collection là-dedans chez Ballant, je crois, qui n'existe plus aujourd'hui. Mais indépendamment de ça, même dans le cinéma par exemple, la sexualité masculine est très très peu montrée. Alors évidemment, il y a des gens qui vont s'embrasser, qui sortent ensemble parce qu'aujourd'hui c'est assez cool, faut montrer la diversité. C'est assez cool. Non, sexualité masculine, en fait, homosexuelle masculine, féminine, pas beaucoup plus. Féminine, même si il y a La vie d'Adèle qui est une très belle exception. Mais et d'ailleurs, honnêtement, c'est un film en lui-même qui avait été assez choquant. Enfin, pas pour moi, mais pour pas mal de personnes. Mais la sexualité homosexuelle masculine, ça reste quand même quelque chose de difficile, parce que il y a quand même un rapport. Il s'agit pas d'être dans la description, mais les gens imaginons très bien. Il y a un rapport quand même aussi à la transgression du corps, de certaines normes, qui est toujours pas forcément encore évident aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Allez-y. Non, mais juste en fait sur cette transgression qui touche la jeunesse aujourd'hui. Alors, ce n'est pas une transgression là cette fois-ci, mais ce sont ces jeunes qui ne se sentent plus ni hommes ni femmes. On dit, alors c'est autre chose, mais on dit que non genré. On dit qu'aujourd'hui ça pourrait toucher en tout cas 20% des gens, 20% des jeunes, des adolescents, des moins de 20 ans qui se posent cette question, qui ne sont pas forcément qui se posent cette question. Comment vous l'analysez? Alors moi, c'est vrai que c'est pas le sujet central, mais effectivement c'était un des sujets un peu secondaires, parce qu'en effet ce qui m'intéressait, c'était de voir, j'avais lu un article de Slate il y a quelques temps sur lequel j'étais retombé, qui disait que dans la jeunesse gay, homosexuelle, gay, homosexuelle, c'est un peu audace, mais masculine, il y avait de plus en plus de gens qui votaient à droite, à l'extrême droite, ce qui montrait bien que ces questions-là, ces questions de genre, etc., sont pas forcément à mettre dans un camp idéologique particulier. Il peut y avoir des gays tout à fait gays et qui revendiquent de l'aide, qui sont pas dans une sexualité honteuse, et en même temps qui sont d'extrême droite. Donc c'est pour ça que c'est assez troublant. Et en effet, alors, donc je pense que la question effectivement du questionnement sur le genre, sur les identités, irrigue aujourd'hui tous les pans, et a tendance effectivement à se généraliser. Je pense que c'est un phénomène réel. Après, est-ce que ces statistiques sont forcément vérifiables? J'en sais rien. Je pense que c'est pas forcément une mauvaise chose. C'est vrai que il y a par exemple une écrivain, Amélie Nothomb. C'est pas évident à assumer quand même. Mais Amélie Nothomb, elle dit quelque chose. Elle dit qu'il y a beaucoup de prénoms épicènes aujourd'hui. Les prénoms épicènes, c'est des prénoms mixtes en fait, effectivement. Et ça se développe de plus en plus, et notamment aux États-Unis, où maintenant la majorité des gens presque qui naissent ont des prénoms épicènes. En tout cas, de plus en plus, ça se retrouve. Je pense que c'est en lien avec cette problématique-là. Il y a un vrai questionnement, et d'ailleurs, ce questionnement identitaire assez radical en tout cas, mais assez fort, qui est celui de la sexualité, de l'identité sexuelle, rejoint aussi les questionnements et la remise en cause un peu générale qu'on observe actuellement sur la société, sur les normes, sur le modèle économique, etc. En fait, je pense que comme il y a une incertitude radicale, je vais pas le mettre à toutes les sauces, mais
c'est vrai, elle touche tous les domaines, donc effectivement la politique, le modèle de société, l'engagement et y compris donc sa propre identité. Donc je crois que c'est un bouleversement, on vit dans un monde très chaotique et le Covid là-dessus n'est absolument pas quelque chose de nouveau, ça a rajouté, on pourrait dire de la problématique à la problématique, mais elle était déjà présente. Ça a accéléré ce processus-là. Et donc effectivement les grilles de lecture, je pense même que la nouvelle grille de lecture qu'on a parfois tendance à vouloir nous imposer, ancien monde, nouveau monde, vous savez, hein, voilà le monde traditionnel de l'administration française, bureaucratique, et avec le nouveau monde des startups, même ça c'est déjà un petit peu dépassé. On est dans autre chose aujourd'hui, et ce qui s'est passé actuellement ou récemment en tout cas sur les réseaux sociaux, avec beaucoup vous avez vu de personnes qui se sont fait bannir, etc. Et vraiment une montée en puissance comme phénomène vraiment proprement politique des réseaux sociaux et des plateformes, ça c'est peut-être le monde de demain justement. Justement sur la virtualité, à un moment donné vous évoquez justement de se dire qu'on peut se, entre guillemets, chauffer sur les réseaux sociaux, sur des plateformes sans jamais se rencontrer. La puissance justement des réseaux sociaux, par exemple par rapport à la politique, on voit que tous les politiques aujourd'hui sont sur Instagram, sur TikTok, on va chercher une jeunesse qui ne vote plus, mais on se rend compte que finalement les partis sont très bas en audience et ce sont les figures qui montent. Est-ce que ça veut dire que d'aller chercher cette catégorie de personnes qui ne votent plus, finalement, est-ce que ça va se transformer? Est-ce qu'ils vont revenir dans les urnes? Je pense pas du tout. Je pense qu'en réalité, les réseaux sociaux, les plateformes, tout ça, le virtuel en général, c'est un paradigme à part. C'est presque un monde à part. Vous savez, on a cette expression, souvent on dit IRL, URL. URL, le monde numérique, IRL, in real life, donc dans la vie réelle, charnelle, etc. Mais c'est quand même deux paradigmes. Certes, les deux, évidemment, sont imbriqués. Je veux dire, même une radio qui est en live sur YouTube, tout ça s'imbrique. Et pourtant, on est bien présent là quelque part. Ça existe vraiment. Néanmoins, voilà, ces deux paradigmes différents. Il ne faut pas oublier que les règles de fonctionnement, encore une fois, d'un algorithme sont tout à fait différentes des règles de fonctionnement humaines, tout simplement. Et encore une fois, ça change tous les jours. Voilà, mettre sa radio, mettre sa télé, mettre un programme à une heure précise, c'est pas du tout la même chose que d'aller sur un algorithme qui va nous mettre des contenus, en censurer certains, en fonction de ce qu'on a vu précédemment, nous en mettre d'autres, etc. Donc en réalité, aujourd'hui, on est beaucoup plus régi par des algorithmes que par des actions humaines, et donc à fortiori même par des idéologies elles-mêmes prônées par des personnes. Donc c'est beaucoup plus algorithme. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que l'algorithme lui-même n'est pas non plus l'action des GAFAM, par exemple. C'est vraiment un algorithme qui fonctionne comme une intelligence artificielle. Oui, c'est ça. Voilà. Oui, mais qui a été mise au point. Elle est mise au point. Oui. Mais voilà, c'est quelque chose qui est quasiment autonome. Quand même autonome, mais instrumentalisé à la base. Il faut la programmer par les GAFAM. Bien sûr. Disons, évidemment, je pense que c'est vraiment là pour le coup le nouveau modèle de société. Et effectivement, c'est un modèle en effet où l'algorithme sera roi. Et en fait, cet algorithme, il s'agira de savoir aujourd'hui, par exemple, la puissance. On croit que c'est par exemple la puissance de l'argent, de la finance. On croit encore ça. Celui qui a l'argent a le pouvoir. Je pense pas du tout. Aujourd'hui, celui qui a l'argent, qui a le pouvoir, pardon, c'est celui qui a les données, la data, comme on dit. Et donc aujourd'hui, si demain vous créez un réseau social avec 1 milliard d'utilisateurs en quelques mois ou quelques années, même si vous rapportez pas un copec, ça sera beaucoup plus pertinent qu'une General Motors qui va dégager du profit. Alors Tom Conan, puisque donc, vous parlez de cette jeunesse, alors c'est un roman, mais elle vit difficilement quand même pour une bonne partie ce Covid. Autant le premier confinement, on se disait voilà quelques mois, quelques semaines. Ensuite on est ressorti, c'est reparti. Et puis la difficulté c'est d'avoir des perspectives, quoi, non? Ouais. Alors effectivement, c'est vraiment pour continuer un petit peu cette espèce de vagabondage dans les jeunesses marginales françaises. Effectivement, je me rends compte que c'est quelque chose qui a vraiment radicalisé encore plus ce phénomène, en tout cas qui l'a brutalisé. Alors je suis pas forcément certain après qu'on aille forcément dans des visions politiques qui sont celles que je développe, par exemple le crypto-fascisme, la radicalisation à l'extrême droite, c'est pas forcément ce qui va se passer, mais en revanche effectivement un chaos mental. Je pense qu'aujourd'hui on est beaucoup plus derrière un chaos mental. Ah oui, c'est un chaos mental. Freud il parlait de malaise dans la civilisation, malaise dans la culture selon les traductions, et qui est vraiment un problème quasi psychiatrique. Aujourd'hui effectivement, vous l'avez rappelé tout à l'heure, il y a un risque, on pourrait dire d'effondrement psychologique de pans entiers de la population et des populations, parce qu'il ne s'agit pas uniquement de la France, du fait du Covid, des conséquences, des restrictions, etc. D'ailleurs, qui nous échappent, parce qu'elles s'imposent d'une certaine façon. Elles s'imposent à nous, et d'ailleurs, on les conteste pas nécessairement, c'est pas le sujet. Non. Mais par contre, on doit les vivre, et en effet, aujourd'hui, moi-même, qui ai passé la période d'études et on pourrait dire d'entrée dans la vie active, etc. HEC, grande école, etc. J'ai terminé ça,
et je veux dire heureusement, parce que si c'était il y a 5-6 ans et quand vraiment je devais encore vraiment de faire toutes mes preuves, etc., me lancer face à un ordinateur toute ma journée sans voir personne, sans se contacter avec les profs, etc., ça serait absolument terrible. Oui, mais je serais pas là aujourd'hui. Oui, alors c'est vrai. Alors certains, on avait une étudiante hier qui nous disait qu'au contraire, bon, elle réussissait à bien le vivre parce que d'une part, elle était en colocation et puis elle était plongée dans ses livres, ses révisions, etc. Comme si finalement elle était en prépa, parce que quand on prépare, quels que soient les, mais on met sa vie un peu entre parenthèses. Une sensation de baisse de niveau aussi. Alors baisse de niveau peut-être, mais en tout cas ce qui est certain c'est qu'il faut être stimulé. Il faut être stimulé et à un moment donné faire des études. Franchement, j'ai eu la chance de faire des études. C'est quelque chose d'inouï. Enfin, j'étais un des rares dans la famille, un des premiers en tout cas à faire des études. C'est une chance incroyable. Je veux dire le fait de l'ascenseur social. Oui, l'ascenseur social, et puis même simplement le fait en fait d'apprendre à apprendre. Une fois qu'on a fait des études, même si après on fait complètement autre chose, parce que bon, écrire des romans, c'était pas tout à fait le projet de départ, je vous cache pas. Mais au final, on est quand même content et on remercie quand même tous les profs qu'on a eu, etc. Parce que maintenant on sait se poser dans un lieu, travailler sur quelque chose pendant quelques heures, être concentré. Voilà, et c'est absolument fondamental. Donc c'est pas une génération sacrifiée qu'on a là actuellement, mais en tout cas j'espère que non. Je pense qu'elle va trouver les ressorts, mais des ressorts différents, mais qui vont être alternatifs, qui vont plus être en réalité donnés directement par les cadres éducatifs eux-mêmes. Il va falloir soi-même se manager soi-même avec des groupes, dans des colocations peut-être. Mais c'est vrai. Et puis nouvelle forme de vie. Ce que vous évoquez souvent quand vous venez régulièrement dans les vraies voix qui font bouger la France avec Jean-Marie Bandry, etc. dans les émissions sur Sud Radio, le vendredi. C'est aussi une nouvelle façon de penser en fait la vie, quoi. Aujourd'hui avec la transition écologique, avec on peut faire une petite pause entre guillemets pour réfléchir à ce qu'on va faire demain. Même si évidemment il y a l'urgence du moment. Je pense que ça c'est une très bonne chose en effet, parce que je pense que, moi-même j'ai fréquenté quelqu'un il y a quelques mois qui allait se lancer dans des études d'événementiel, par exemple. On sait évidemment le secteur à quel point il a été sinistré. Je pense qu'aujourd'hui en fait on est obligé de se mettre dans une sorte de projection totalement incertaine. Et en fait il faut être un généraliste. Contrairement à ce qu'on a pu dire d'ailleurs pendant des années, il faut pas être des spécialistes, il faut être des généralistes. On sait absolument pas de quoi demain sera fait. Pas oublier que l'automatisation, on a parlé d'intelligence artificielle, mais l'automatisation de manière générale, aujourd'hui, toutes les boîtes recherchent ça. On va dans n'importe quelle boîte. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui sont en premier emploi, qui sont au chômage, qui sont ce que vous voulez. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est des entreprises qui sont obsédées, et on les comprend d'ailleurs pour réduire leurs coûts, par l'automatisation de plein de tâches, et pas seulement les tâches subalternes, etc. Et donc, en fait, si on arrive à ça, il y aura de moins en moins de stocks d'emplois disponibles pour ces jeunes. Merci Tom Conan. Merci. Ce premier roman chez Albin Michel, radical, je vous le conseille. On a évoqué justement la transition écologique. On va en parler dans un instant autour du plastique et du recyclage des emballages.